Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, tranquille. Je me présente tout d'abord, je suis Mohamed Zouairi, un étudiant de l'école supérieure de technologie de Salé, filière administration réseau informatique. Et aujourd'hui, mon collègue Youssef Chekhi et moi, nous allons vous présenter une vidéo sur les systèmes d'exploitation GNU Linux, afin que vous puissiez se comporter avec ce genre de système d'exploitation. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vous permettre de se familiariser à l'utilisation d'un système d'exploitation Linux, parce qu'en fait Linux, c'est un système tout comme Windows, mais on peut dire qu'il fonctionne un peu différemment. Certains de vous peur de Linux parce qu'ils voient Linux comme un horrible système plein de commandes compliquées, mais bon, c'est juste des préjugements. On va voir que Linux c'est très simple, très fiable et surtout très sécurisé par rapport à d'autres systèmes d'exploitation ou bien par rapport à Windows. Cette vidéo va se composer en deux parties. La première partie, on va voir la définition de système d'exploitation. C'est quoi un système d'exploitation? Operation System en anglais. Les différents composants du système d'exploitation, comment il fonctionne, son rôle et les différentes classes de système d'exploitation. Après, on va voir les systèmes d'exploitation GNU Linux. On va définir la notion GNU. On va voir la notion liberté. On va voir aussi les différentes distributions de Linux. Et on va traiter la notion sécurité. Après, dans la deuxième partie, on va voir un TP sur la gestion de fichiers en mode commande et pas en mode graphique. Parce que le mode commande nous permet de faire énormément de choses. Euh, Après, on va voir les différentes commandes que vous puissiez gérer votre réseau. Et à la fin, on va essayer de connecter deux machines virtuelles entre eux et faire un petit réseau. Commençons. C'est quoi un système d'exploitation? Operation System. En bref, un système d'exploitation, c'est l'ensemble des programmes chargés d'établir une relation entre trois choses: les ressources matérielles, les applications et l'utilisateur qui est vous. Chaque système d'exploitation a une structure qui lui est propre pour s'adapter aux exigences des applications et des utilisateurs et comporte plusieurs composants qui permettent de gérer les interactions avec le matériel. On trouve en haut application qui représente les différents programmes lancés qui aident à l'utilisateur à effectuer une suite de travaux. Et bien que le code source appartient à une partie de bibliothèque système. Un ensemble de fonctions simples regroupées par leur appartenance à une même domaine, et elles ne peuvent être exécutées directement, mais il y a un interrupteur de commande. Le programme faisant partir des composants de base d'un système d'exploitation et permettant de la communication avec le système par l'intermédiaire d'un langage de commande à l'interface de programmation. Il permet de définir la manière dont un composant peut communiquer avec un autre, ou bien une complicité de l'accès à le noyau. Et bien que le noyau, c'est le logiciel qui assure la communication entre le logiciel et le matériel, représente une existence d'une façon de stocker les informations et de les organiser dans des fichiers. La gestion du fichier ou du système de fichiers permet de traiter, de conserver des données ainsi que les partager entre plusieurs programmes. Il offre à l'utilisateur une vue sur ces données et permet de les localiser à partir d'un chemin d'accès. Pilote informatique, programme destiné à permettre à un autre programme, souvent le système d'exploitation, d'interagir avec un périphérique, parce que chaque périphérique a son propre pilote. Ces pilotes gèrent les grandes fonctions communes à tous les matériels. Pour le fonctionnement d'un système d'exploitation sur un ordinateur. Alors lorsque l'ordinateur démarrait, tout est allé dans le BIOS de votre ordinateur. Pour modifier vos paramètres, contient tous les programmes nécessaires pour lui faire réaliser les principales actions de base. En plus de programme intervient, alors c'est le système d'exploitation
super logiciel. Donc, le rôle du système d'exploitation, c'est la gestion des différents composants de l'ordinateur. Il gère le processeur, c'est-à-dire, il gère le processeur, il gère l'allocation du processeur entre les différentes applications grâce à ses propres algorithmes. La gestion de la mémoire, c'est-à-dire la gestion de l'espace mémoire alloué à chaque application. Euh, il gère les entrées-sorties, c'est-à-dire gérer l'accès des programmes aux ressources matérielles par l'intermédiaire des pilotes. La gestion d'exécution des applications, c'est-à-dire il gère, euh, il assure, il assure les bons moyens ou bien la bonne exécution des applications en leur affectant les moyens nécessaires pour bien s'exécuter. Il gère aussi les fichiers, c'est-à-dire la lecture et l'écriture dans le système de fichiers et aussi les droits d'accès aux fichiers par rapport à l'utilisateur. Donc, on peut classifier les systèmes d'exploitation selon plusieurs architectures ou bien, pardon, plusieurs critères. Premier critère, selon les services rendus, c'est-à-dire il y a des systèmes qui sont monotâches et il y a des systèmes qui sont multitâches. Les systèmes monotâches, ils peuvent exécuter qu'une seule exécution, pardon, qu'une seule tâche à un moment donné. Par contre, les systèmes multitâches, plusieurs tâches peuvent présenter sur la mémoire centrale à un moment donné. On peut aussi classifier les systèmes d'exploitation selon leur architecture. Il y a des systèmes qui sont centralisés et des systèmes répartis. Et aussi, on a la notion liberté. Il y a des systèmes qui sont libres, comme GNU Linux, et il y a des systèmes qui sont propriétaires, comme Microsoft. On va voir cette notion par la suite dans la deuxième partie. Le système Unix et GNU Linux. Alors, c'est quoi Unix? Unix, un système très populaire parce qu'il est présent sur un grand nombre de plateformes. Le système Unix est multitâche, c'est-à-dire qu'il est capable de gérer l'exécution de plusieurs programmes simultanément. De plus, il est multi-utilisateur, c'est-à-dire que plusieurs personnes peuvent se connecter en même temps et travailler. Ça survit de base pour de nombreux autres systèmes comme Linux, BSD, macOS X, etc. Pour le système Linux, d'abord on va expliquer le terme Linux. Unix est un noyau d'un système d'exploitation de type Unix. Tout comme Windows ou macOS X, il est accompagné de nombreux logiciels libres complémentaires, offrant un système complet ou utilisateur. Mais certains voient encore Linux comme un horrible système, plein de commandes compliquées. Ce n'est plus vrai. Linux possède désormais un système graphique agréable, confortable et simple à utiliser, et en base d'un projet de logiciel libre. Linux, c'est le noyau. GNU munit de Linux autant que noyau. Alors, GNU, c'est un projet qui a apporté des tas d'utilitaires au noyau Linux, tels que le fameux compilateur GCC et les milliards d'utilitaires. Un ensemble de programmes qui permettent le fonctionnement du système, par exemple les services réseau, gestion de documents, accès au réseau, par des commandes comme tar, tile, main et bash. Ces utilitaires GNU associés au noyau Linux constituent le système d'exploitation GNU Linux prêt pour l'utiliser et l'appliquer. Alors, pour les distributions GNU Linux. Alors, c'est quoi une distribution Linux? Une distribution Linux ou distribution GNU Linux, c'est un ensemble cohérent de logiciels rassemblant un système d'exploitation composé d'un noyau Linux et le logiciel issus de projet GNU et de logiciels supplémentaires le plus souvent libres. Et pour l'utilisation et la maintenance sont facilitées. Alors, je vous exprimer quelques exemples pour chacun catégorie. Alors, parmi les distributions Linux pour le piratage et la sécurité, alors on a la distribution Kali Linux. Lorsqu'il s'agit explicitement des meilleures distributions Linux à des fins de piratage éthique et sécurité,
Il n'y a absolument aucune correspondance avec Kali Linux. Il est livré avec des certains d'outils utiles qui appartiennent à différentes catégories, comme les attaques sans fil, la sécurité web et des outils d'exploitation. Eh bien, qu'il existe d'autres options populaires comme le Parrot OS et le Black Arch Linux. Car Linux est la principale distribution pour les tests de pénétration et des tests de la sécurité d'un système d'information. Alors, pour les débutants en informatique, on a la distribution Linux Mint. C'est l'une des distributions Linux le plus dynamique. C'est imposé comme un emplacement parfait pour le système d'exploitation Windows avec son expérience de bureau. Presque parfait. Une autre raison pour laquelle je l'appelle la meilleure distribution Linux pour un nouvel utilisateur est sa capacité à fournir une expérience prête à l'emploi à l'utilisateur. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de passer de beaucoup de temps à installer la distribution et les packages avant de pouvoir avoir un bon travail. En plus de Linux Mint, on a la distribution Elementary OS et la distribution Zorin OS et Ubuntu. D'autres champs, c'est la meilleure distribution pour les joueurs de jeux vidéo. Alors, on a la distribution SteamOS. Une distribution est livrée avec des modifications de noyau Linux supplémentaires pour garantir des performances de jeu supérieures à celles des autres distributions. Il fournit également un support complet pour le GPU, les gamepads et autres matériels. Il est créé par Valve, la société à l'origine de plateformes de distribution de jeux online Steam, et conçu pour jouer aux jeux disponibles sur Steam Store. Il y a aussi les deux distributions. On a le Manager Linux et la distribution Gumdrive Linux. Donc, comme vous le savez peut-être, GNU c'est un système d'exploitation qui est libre, créé par Richard Stallman en 1983. Donc, presque tous les logiciels qui composent le système d'exploitation GNU sont des logiciels libres. Alors, lorsqu'on parle d'un logiciel libre, c'est un logiciel dont l'utilisation, l'étude ou bien l'analyse du code ou bien la modification de code ou bien la déplication sont permises afin de garantir le partage entre les individus. Donc, c'est ça ce que Richard croit, c'est le partage entre les individus. Donc, lorsqu'on parle d'un logiciel libre, en fait, on parle de quatre libertés. La liberté d'exécution du code, la liberté de modification, la liberté de redistribution, pardon, et la liberté d'amélioration. La sécurité est une pierre angulaire du système d'exploitation Linux depuis sa création. Alors, chaque utilisateur est séparé des autres avec un identifiant et un mot de passe. Ces éléments-là, l'identifiant et le mot de passe, sont nécessaires afin que l'utilisateur peut utiliser sa session Linux ou bien peut entrer à sa session Linux. Aussi, les utilisateurs disposent des droits d'accès automatiques réduits, ce qui leur permet difficilement de continuer de propager des programmes malveillants en accédant aux fichiers de l'ordinateur. Aussi, le système d'exploitation Linux a interdit l'utilisateur guest afin de ne pas laisser n'importe qui circuler dans les fichiers de système. Finalement, la plupart des distributions sont fournies des outils de sécurité, énormément d'outils de sécurité, mais bon, la sécurité ne se limite pas à l'utilisation d'un outil pare-feu, antivirus ou bien un système d'exploitation, mais elle est possible avec la maîtrise des fondamentaux de réseau et d'informatique. En fait, la sécurité n'est pas à 100% possible. Il y a des solutions magiques. Il n'y a pas de solution magique, pardon, juste un ensemble de pratiques à perfectionner. Donc, lorsqu'on parle de notion de sécurité, on parle de trois éléments fondamentaux. Le premier élément, c'est la disponibilité.
c'est-à-dire garantit que ces éléments considérés sont accessibles au moment voulu par les personnes autorisées. Le deuxième élément, c'est l'intégrité. Garantit les éléments considérés sont exacts et complets. Le troisième élément, c'est la confiabilité, c'est-à-dire garantit que seules les personnes autorisées ont accès aux éléments considérés. Bien, passons maintenant du théorique au pratique. Je vais travailler avec une distribution qui est nommée Kali Linux. Il est sorti en 2013, basé sur Debian. Donc, cette distribution regroupe tous les outils pour le test de la sécurité des systèmes d'information, ou bien des systèmes d'informatique. Quand vous voyez, il m'a demandé d'entrer l'identification et le mot de passe. Donc, je vais loguer pour ma session. Voilà la session. Voilà le poste de travail de mon système d'exploitation Kali. Donc, ici, on a le terminal. Ici, on a toutes les applications du système. Vous pouvez chercher n'importe quelle application ici. Écrivez juste le nom. Donc, ce que nous intéresse, c'est le système de fichiers. Le système de fichiers ou bien la façon d'organisation des fichiers sous système Linux. Donc, ici, on a la racine. Il faut savoir que sur Linux, la façon d'organisation des fichiers sous une arborescence, donc on a la racine et le sommet de la hiérarchie des répertoires. Ici, on trouve des répertoires système ou bien des fichiers de système. On trouve ici le répertoire bin qui contient les fichiers exécutables. On trouve aussi le répertoire home qui est un répertoire des utilisateurs, le répertoire personnel des utilisateurs. Le répertoire etc, c'est un répertoire qui contient les fichiers de configuration de système. Le répertoire TMP qui contient des fichiers temporaires, etc., etc. Le répertoire root, par exemple, qui contient les fichiers de super utilisateurs, etc. Donc, passons maintenant aux commandes pour la gestion des fichiers. Donc, la première commande qu'on va voir, c'est la commande man. La commande man, tout simplement, sert à accéder au manuel des commandes du shell. Donc, on va accéder au manuel. Il faut juste taper man, plus la commande que vous voulez voir le manuel. Donc, on va voir le manuel du manuel. C'est bizarre, mais bon. Man an interface to the system reference manuals. C'est-à-dire, c'est une interface avec les manuels. C'est une interface de système. Avec les manuels références de système. Il y a plusieurs options que vous pouvez utiliser avec cette commande. Donc, c'est une commande très riche qui vous permet de connaître énormément de choses sur les commandes. Donc, la première commande que nous allons traiter, c'est la commande ls. ls, tout simplement, vous permet de lister les fichiers et les répertoires sur un dossier ou bien sur d'un répertoire. Il y a plusieurs options pour cette commande. On va voir le manuel du ls, donc ls list directory contents, c'est-à-dire lister le contenu d'un répertoire. Donc on a plusieurs commandes, plusieurs options que vous pouvez utiliser avec la commande man. Il y a une option très riche, c'est -l. -l vous permet de lister les fichiers et toutes les informations disponibles sur les fichiers. Donc on va tester cette commande ls-l. Donc comme vous voyez, on a 7 colonnes, presque 7 colonnes. Le premier colonne, c'est concernant le type du fichier et l'autorisation. Donc la première lettre
c'est pour le type de fichier. Donc on va voir ici D, c'est-à-dire c'est un directory ou bien c'est un répertoire desktop. Donc le fichier desktop c'est un répertoire. On a ici l'autorisation du fichier. On a le nombre de liens ici, le propriétaire du fichier, le groupe, la taille en octets, la dernière date de modification et le nom de fichier. On note que les répertoires sont colorés en bleu. Par contre, les fichiers sont en blanc. Donc, on va voir maintenant une commande qui nous permet de créer des fichiers. C'est la commande touch. Il faut écrire juste touch plus le nom de fichier que vous voulez créer. Par exemple, fiche ls pour lister les fichiers et voir si on a créé vraiment le fichier. Donc voilà le fichier fiche qui est créé maintenant. Vous pouvez voir la date. 0 octet parce que c'est un fichier vide. Donc maintenant on a créé un fichier. Si vous voulez créer plusieurs fichiers dans une seule commande, vous pouvez écrire touch plus le nom de fichier, par exemple test, et vous ouvrir la collade, vous écrire par exemple je veux créer 10 fichiers depuis 1 jusqu'à 10. Test 1, test 2, test 3, test 4, test 5, test 6 et test 7. Donc voilà, on a créé 10 fichiers, test 1 jusqu'à test 10. Donc maintenant, on va voir un éditeur, une commande d'un éditeur du texte très connu, c'est Nano. Donc on écrit juste Nano plus le nom de fichier que nous voulons éditer, nanotest, et voilà. Ceci, bla 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 bla, ceci est un texte. Bye. Donc pour sauvegarder donc maintenant on va voir une commande qui nous permet de voir le contenu d'un fichier texte. C'est la commande cat. On va créer cat test, et voilà le fichier qu'on a édité. La commande cat ne permet pas tout simplement de voir le contenu d'un fichier texte, mais bon, il nous permet aussi de concaténer deux fichiers, c'est-à-dire ajouter le contenu d'un fichier dans un autre fichier. Donc par exemple, on va éditer, on va travailler sur le fichier test qu'on a créé, donc nanotest. D'accord, je vais sortir. Pour sortir, il faut taper CTRL plus X, c'est un raccourci que vous permet de sortir d'éditeur du texte Nano. Donc on va éditer test 1. D'accord. Bye. D'accord. Yes. Yes. Donc maintenant on va concaténer deux fichiers. Le fichier test 1. Comme vous voyez, voilà le contenu du fichier test et voilà le contenu du fichier test 2. Donc passons maintenant la commande clear
vous permet d'effacer l'écran. Donc, on va voir une autre commande, c'est la commande mkdir. Donc, la commande mkdir vous permet de créer un dossier. Il faut juste mkdir stand for make directory, c'est-à-dire créer un répertoire. Donc, il faut juste taper mkdir plus le nom de répertoire que vous voulez créer. Par exemple, rep1. Et voilà le répertoire rep1 que nous avons créé. Donc, pour créer un répertoire avec des sous-répertoires, il suffit d'ajouter une option P. Donc, mkdir-p rep1 slash rep2 slash rep3 slash rep4. Et voilà. Pardon. ls l rep1. Donc voilà le répertoire qu'on a créé. Il contient des sous-répertoires. On peut changer le répertoire courant et accéder au répertoire qu'on a créé avec la commande cd rep1. Donc on est maintenant dans le répertoire rep1. On peut lister les fichiers du répertoire R1. Donc il y a rep2. On peut l'accéder aussi. Donc il y a rep3, on peut l'accéder. Et voilà, on a créé une arborescence des répertoires. Donc pour supprimer un répertoire, il y a une commande qui s'appelle, pardon. Donc pour supprimer un fichier, il y a une commande qui s'appelle rm, rm test. Donc on a supprimé le fichier qui s'appelle test. Si vous voulez par exemple supprimer plusieurs fichiers, vous pouvez écrire rm, le nom de fichier. Par exemple, nous voulons supprimer tous les fichiers qui commencent par T. Il faut juste écrire rm, première lettre T, et ajouter une étoile. C'est comme ça, vous allez écrire, ou bien vous allez supprimer tous les fichiers qui commencent par T. Voilà. On n'a aucun fichier qui commence par T ici. Si vous voulez supprimer un dossier, vous pouvez le supprimer avec rmdir, haha, par exemple. Non, il m'a dit que haha, c'est pas un répertoire. Donc, on peut supprimer ce répertoire rep, rmdir rep, et voilà. On n'a pas un répertoire qui s'appelle rep. Donc on a le supprimé. Cette commande rmdir vous permet juste de supprimer les répertoires qui sont vides. Par exemple, si vous voulez supprimer une arborescence, il faut la supprimer avec la commande rm et vous ajoutez une option qui est r. Ça veut dire supprimer tous les fichiers. Ça veut dire supprimer le répertoire et son contenu. Donc on va tester la commande rmdir sur rep1 qui est pas vide, qui contient d'autres répertoires. Rmdir rep1. Comme vous le voyez ici, il nous a dit que file to remove rep1 directory not empty.
il nous dit que c'est impossible de supprimer R1 parce que rep1 c'est pas vide. Donc vous pouvez, comme j'ai dit, vous pouvez le supprimer avec la commande rm-r et rep1 et il a supprimé rep1. Donc, d'autres commandes concernant la gestion des fichiers, on peut trouver la commande pwd nous permet d'afficher le répertoire courant. Donc voilà le répertoire courant dans lequel je travaille maintenant. La commande cp nous permet de copier un fichier ou d'un répertoire. Par exemple, copier fiche desktop. Donc j'ai copié le fichier fiche dans le répertoire desktop. Donc on va tester avec ce fichier là qui s'appelle texte. On va premièrement afficher son contenu. Donc voilà le contenu du fichier texte txt. Donc la commande la commande taille permet d'afficher la fin d'un fichier, exactement les dixièmes lignes de la fin du fichier. Donc voilà. La commande head permet d'afficher les 10 premières lignes. Voilà. Et la commande sort permet d'afficher, de trier par ordre alphabétique les lignes du fichier texte, donc sort txt. Et voilà, les lignes du fichier sont triées par ordre alphabétique. Donc, je vais vous laisser avec mon collègue Youssef Chekhi qui va vous montrer quelques commandes pour la gestion de réseau. Alors, concernant le côté réseau ou bien la gestion de réseau de votre machine, alors il nous arrive parfois d'avoir besoin de connaître votre situation de votre réseau. Alors pour ce faire, on va vous demander de faire ou d'exécuter quelques commandes de base, parmi lesquelles la commande ping. Tout simplement, cette commande permettant d'obtenir un envoi de contrôle vers un autre poste. Autrement dit, de vérifier la connectivité entre deux machines ou plusieurs sur un réseau. La commande ping peut être utilisée de deux façons différentes, en utilisant une adresse IP ou en utilisant un nom de domaine. Alors, je vais tester la commande avec mon adresse IP de mon routeur ou bien l'adresse de mon passerelle avec la commande IPR. Alors, voilà mon adresse de mon routeur. Alors, je vais pinguer à cette adresse 10.0.2.2. Alors voilà, le ping ça marche. Alors pour fait d'exécuter la commande que vous venez de saisir et votre machine commencera à envoyer des requêtes vers l'adresse donnée pour cible. Alors on va voir un résultat qui va apparaître et qui va donner plusieurs informations. Alors on a la taille de données vers l'adresse IP. On a le numéro de paquet à réussite. Et après ceci, il s'agit de temps mis à parler en machine à répondre à la requête et exprimer aux millisecondes. Alors les résultats, on a 8 paquets à envoyer, 8 reçus et 0% perdu. Alors si je vais faire par exemple avec mon adresse 1, alors donc, euh, comme vous voyez, la destination machine inaccessible, donc on peut avoir cette machine ou bien il n'y a pas une machine dans cette adresse-là. Alors les options pour bien l'utiliser la commande ping, pour la facilité de comprendre cette commande-là, avec je tape la commande ping-c4
-i1 -s exemple 100 avec mon adresse IP 10.0.2. Alors, cette commande permettant de pinguer à l'adresse là, et avec des options -c qui permettent de définir le nombre de paquets à envoyer. -i c'est pour spécifier la durée de vie de paquet, c'est le temps spécifique de l'utiliser. -s c'est la taille de paquet. Alors je vais clair pour effacer mon écran. Alors la commande traceroute, vous ne pouvez pas parler à la commande ping sans parler à la commande traceroute. C'est une commande très utile et permet également de tester la connectivité réseau, mais en plus elle renvoie les réponses de chaque routeur ou bien suivre le chemin par une connexion réseau jusqu'à ce qu'elle atteigne sa destination. Alors je tape traceroute et puis le nom de domaine. Par exemple, google.com. Alors, vous voyez que je reçois les réponses dans l'ordre, mais elles restent des informations privées. Alors, en général, on trouve une réponse de local domaine, en plus des réponses pour les routeurs de la passerelle par défaut, et en plus les routeurs à large bande de câbles opérateurs et les portes de routeurs. En plus, le serveur web www.google.com. Ainsi que vous pouvez alors voir le chemin exact emprunté par une correction réseau. Alors, une autre commande utile pour la résolution des noms de domaine, on a une adresse IP CNS Lookup, Name Server Lookup. Pour l'utiliser, je tape NS Lookup, puis le nom de domaine, bien sûr. Alors, vous constatez qu'il résout deux adresses IP, une adresse IP IPv4 et une adresse IP IPv6, bien sûr du service DNS de ce domaine. Alors, par défaut, la commande nslookup interroge le serveur DNS sur les enregistrements. Il est possible d'interroger le serveur DNS ou sur divers enregistrements. On utilise la commande set type égale xx remplacé par l'un des types suivants, par exemple mx, le nom de domaine, google.com. Alors, ces 5 clics suivants montreront que le domaine google.com a 5 enregistrements mx. Alors, on a set type égale ns, le nom de domaine. Et voilà, on a deux ressources de type NS, name server, permet d'identifier le serveur de nom autoritaire pour un domaine ou l'enregistrement NS du domaine. Set type égale à 1. Bien sûr, le nom du domaine, google.com. Alors, ces enregistrements, ce qu'on a vu au précédent, c'est constitue le type de requête par défaut. Lorsqu'on lance NSLOOKUP, ce sont requêtes directes, le nom vers une adresse IP. Alors, pour la configuration réseau complète, bien sûr, permettant de profiter d'un réseau ou de l'Internet et constituer des éléments, bien sûr, une adresse IP, une masse de sous-réseau, une passerelle par défaut, des serveurs DNS.
Alors, pour configurer ces éléments, je vais vous montrer à travers les interfaces réseau. Et pour cela, je vais utiliser la commande if config. Alors, cette commande permet d'afficher les paramètres réseau de l'interface et la configuration locale ou à distance des interfaces réseau. Alors, comme vous voyez, j'ai deux cartes raison, MP0S3 et l'eau. Alors, la première carte raison, c'est une carte physique de mon PC et la deuxième carte, c'est spécial nommé low pour low pack qui dessine toujours votre propre ordinateur et bien sûr avec ses paramètres. Alors, en plus, sur l'utilisation de les commandes de configuration zone, qu'on peut attribuer une adresse IP passerelle par défaut, activer ou désactiver une carte raison. Alors, pour le faire, je peux utiliser la commande ifconfig ou la commande IP. Alors, j'affiche les adresses de mon 4 raisons avec l'option -4 et l'option -O, ADD, R, show. Alors voilà, comme vous voyez ici, on a les adresses de mon carte raison. Alors, pour la configurer, vous devez être au mode super utilisateur root pour pouvoir configurer. Alors, sudo alors voilà, donc je veux supprimer tous les paramètres de mon carte réseau afin de reconfigurer un nouveau, bien sûr, avec la commande IP add h et le nom de mon carte réseau IP 0 Alors je vais vérifier if config. Alors voilà, comme vous voyez, les informations ont été supprimées. Donc, je peux dire. Donc, il faut que la configuration, bien sûr. Alors, où je vérifie que mon adresse passerelle elle a été supprimée ou non, avec la commande de root -n. Alors voilà, mon adresse de passerelle a été supprimée. Alors, pour configurer temporairement une adresse IP, vous pouvez utiliser la commande ifconfig de la manière suivante. Ifconfig, le nom de ma carte raison, P0S3, et une adresse IP, par exemple 10.0.1.100, et bien sûr son masque, net masque de 55.255.255.0 et son adresse de broadcast ou la diffusion. Broadcast 10.0.1.55. Alors, donc afin de vérifier la configuration de l'adresse IP, alors vous pouvez utiliser la commande, bien sûr, ifconfig. Alors, donc tout simplement, elle a été ajoutée les paramètres que veut utiliser. Donc, afin de configurer une passerelle par défaut, donc je peux utiliser la commande root donc add default gateway et après l'adresse IP .0 par exemple .1.2. Voilà, donc alors le modifier l'adresse de la passerelle par défaut en fonction de alors modifier l'adresse de la passerelle par défaut en fonction de prérequis raison. Donc,
Donc voilà mon adresse passerait. Donc les manières pour désactiver ou activer une carte réseau, tout simplement, vous pouvez utiliser la commande IP inc set et bien sûr le nom de ma carte réseau et non. Voilà, alors je teste. Config. Alors voilà. Alors pour l'activer, donc je tape p inc set p 3 et hop. Je vérifie if config. Donc voilà, donc mon carte raison. Donc on y a une manière, c'est par les fichiers de configuration. Donc on va voir cette méthode par la suite. Alors maintenant, on va voir comment faire communiquer des machines virtuelles entre eux, ou bien créer un réseau LAN entre les machines en utilisant une switch virtuelle. Alors, on a deux machines virtuelles, Ubuntu et Kali Linux, connectées entre eux via une switch fournie par le VirtualBox. C'est-à-dire, ils permettent de relier deux machines sur un réseau. Donc, alors, on va commencer la configuration. La première chose, c'est de configurer le mode d'accès réseau. Alors, configuration réseau, et bien le mode d'accès réseau. Alors, donc, chaque mode et ses caractéristiques. Alors, je vais utiliser le mode de réseau privé hot pour la privilège dans le cas de la privité, bien sûr. Alors, c'est bien pour la première machine. Donc, la deuxième machine. Donc, le même travail. Configuration. Le réseau. Le mot d'accès réseau. Et après, réseau privé. Alors, pour la connecter les deux machines, il faut choisir le même mot d'accès de réseau, bien sûr. Alors maintenant, je veux configurer les adresses IP pour chaque machine. Alors pour la configurer, si en utilisant les commandes, comme on a vu, ou bien utiliser les fichiers de la configuration de les interfaces réseau /etc. Cela, on doit éditer le fichier de l'interface réseau qui se trouve dans etc network interfaces. On peut l'utiliser comme éditeur de texte sans la ligne de commande, bien sûr, soit Nano, ou bien on utilise le VI, ou bien le Gedit. Trois outils pour Gedit, trois outils très utiles pour éditer le texte ou éditer les interfaces de réseau. Alors, mais avant de modifier le pied de sauvegarde avec la commande cp bien sûr. Bien sûr sur un chemin bien sûr ici /network /devices. Par exemple, je nomme devices x6. Donc, si on fait des bêtises, on peut empêcher toutes les connexions réseau de la part du système. Alors, pour cela, on a fait ça. Alors, je commence le modifier à ce fichier. Donc avec l'éditeur Nano. Bien sûr, voilà. Donc, on doit attribuer une adresse IP à l'interface MP0S3. Alors, le syntaxe c'est auto
EMP03 eFace, c'est-à-dire l'interface EMP 3 inet, ça veut dire l'adresse IP statique, bien sûr. C'est-à-dire l'adresse IP sera attribuée de manière statique, bien sûr. Donc, adresse, par exemple, 192.168.0.10 net mask 0.0 broadcast. Donc, et sur le gateway, donc je vais mettre 168.0.2 par exemple. Alors, donc CTRL X pour le sauvegarder le fichier, bien sûr. Donc, il faut redémarrer l'interface pour que la configuration soit prise en considération. Mais avant, je vais modifier la configuration de serveur DNS, bien sûr. Non, c 6.conf name serveur. Après, je tape une adresse IP et par exemple 8.8. Je peux ajouter plusieurs adresses IP bien sûr pour le domaine name server bien sûr. Name server, alors je vais mettre CTRL X pour le sauvegarder le fichier. Oui, bien sûr. Alors pour redémarrer de l'interface, je tape ok, etc /init.d/network working restart. Alors voilà, mon interface elle est redémarrée bien sûr. Et utiliser la commande if down ou if up pour le redémarrage de mon interface. Donc if down et if up. Donc maintenant, je peux vérifier avec la commande ifconfig. Donc voilà, la machine elle a l'adresse 192.168.0.10. Donc on va passer à l'autre machine pour la configurer bien sûr. Alors maintenant, je veux configurer l'adresse IP de ce machine-là, la Kali Linux bien sûr. Et donc je vais copier le contenu de le chemin etc /network interfaces, bien sûr vers un autre chemin /network donc je mets par exemple alors maintenant je veux remonter les fichiers donc avec l'éditeur nano /etc/network. Alors comme vous voyez donc j'ai déjà la configuration de l'interface bien sûr. On a la carte réseau nommée ETH0 donc à l'adresse IP 192.168.0.20 et Varonet Max et son port ASC. Donc pour le gateway, ce n'est pas l'appel de l'utiliser donc. Alors je sauvegarde bien sûr. Alors donc je vais maintenant configurer les serveurs DNS dans ce fichier de configuration bien sûr. Non.
etc/etc/6.conf. Donc voilà. Alors maintenant, je veux donc une adresse IP pour le serveur DNS. Donc, serveur. Par exemple, je donne 10.10.10.10 et une autre adresse. Point non. Serveur. Donc, point zéro. Bon, alors, je fais sauvegarde. Ici, oui, bien sûr. Donc, n'oubliez pas de redémarrer l'interface, bien sûr, avec la commande if dans pth0. Voilà, et F1 pour l'activer. Alors maintenant, je vérifie la configuration ifconfig. Donc, comme vous voyez ici, donc la carte réseau ETH0 à l'adresse IP 192.168.0.20. Donc, la configuration a réussi. Donc maintenant, il suffit de vérifier la connectivité entre les deux machines de Kali Linux et la machine Ubuntu. Donc, on peut pinguer sur la machine Ubuntu à l'adresse IP 192.168.0.10. Alors voilà, donc le ping ça marche. Donc on va l'essayer de l'autre côté, bien sûr. Donc alors donc je vais le ping sur l'adresse 192.168.0.20. Voilà le ping et ça marche bien. Donc on a réussi de faire la connectivité. Donc c'est tout pour ce tutoriel. Donc à la prochaine vidéo.